aujourd'hui complètement naturel. Pourtant, il est révolutionnaire. Pour la première fois depuis l'invention du phonographe, il est possible d'avoir accès à presque tous les musiciens du monde sur un même espace, et ce, gratuitement. Ou en tout cas pour pas très cher. Ce geste est aussi révolutionnaire parce qu'il bouleverse l'économie de la musique, et pas forcément dans le sens des artistes. À qui le streaming musical rapporte-t-il et comment évolue-t-il ? C'est la question qu'on se pose dans le premier épisode de Cache Musique, l'émission qui ouvre le portefeuille de l'industrie musicale. Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, il y a de quoi faire avec les offres de streaming apparues à la fin des années 2000. À l'époque, l'industrie musicale et notamment le marché du CD ressortent laminés par l'avènement du MP3 et du téléchargement libre. C'est ce que nous explique notre journaliste maison, spécialiste du streaming, Jean-Baptiste Roch. Le streaming arrive au début des années 2000, à un moment où l'industrie du disque connaît ses profils les plus astronomiques. En souterrain, le MP3 s'est développé sur le net et s'échange des fichiers musicaux via des logiciels de peer-to-peer ou de BitTorrent. Et ces échanges grossissent de plus en plus à tel point que ils font baisser les ventes de CD. Les maisons de disques et les pouvoirs publics tentent d'enrayer le phénomène. Ils essaient d'imposer le téléchargement payant. C'est un échec relatif. Et dans la foulée, les plateformes de streaming émergent. YouTube en 2005. Deezer en 2007 et Spotify en 2008. Ils proposent une chose absolument inédite qui va dans la continuité de ces échanges gratuits sur Internet, à savoir pouvoir écouter des catalogues de dizaines de millions de titres de manière illimitée. D'abord gratuitement et puis on le verra ensuite en payant. Avec cette offre d'écoute illimitée de musique, en échange de publicité ou d'un abonnement à prix réduit, le streaming devient la bouée de sauvetage de l'industrie, une nouvelle manne financière pour les startups du genre et pour les majors. Mais la consommation de la musique a eu beau évoluer, les contrats qui lient les musiciens à leur maison de disques, eux, n'ont pas vraiment bougé. Évidemment, une écoute de disque sur une plateforme de streaming n'équivaut pas à une vente d'albums. Avec cette musique dématérialisée, on dit au revoir aux coûts de fabrication, de transport et de stockage de disques. Un stream, c'est donc beaucoup moins coûteux pour un producteur de musique. Il est difficile de définir le prix réel d'un stream tant les contrats d'artistes, les méthodes de rémunération et les parts des majors sont différents. Mais on va tenter de faire simple. La méthode de rémunération, c'est celle du prorata. Prenez un gâteau. Ce sont les revenus issus des abonnements et de la pub. Chaque artiste touche une petite part de ce gâteau, en fonction du nombre d'écoutes qu'il génère. Mécaniquement, plus il génère d'écoutes, plus sa part du gâteau devient grande. Mais plus la part des autres devient logiquement plus petite. Le défaut de ce système, c'est qu'il est basé sur le volume d'écoute. L'artiste le plus écouté est donc rémunéré de manière démesurée. Si ça marche donc bien pour les gros artistes qui vivent très confortablement avec le revenu issu du streaming, d'autres galèrent carrément. Aujourd'hui, les plateformes génèrent 65% des revenus mondiaux de l'industrie musicale et représentent 80% de la consommation de la musique enregistrée. Or, dans ce monde musical dématérialisé, on estime que 9 artistes sur 10 touchent moins de 1 000 € par an sur ces plateformes, quand leurs titres peuvent être streamés jusqu'à 100 000 fois. C'est profondément inéquitable. Le streaming, il profite évidemment aux plateformes de streaming, il profite aussi aux maisons de disques, mais finalement, à une seule poignée d'artistes, ce serait plutôt les artistes rap et éventuellement variété pop qui sont écoutés en fait par les utilisateurs les plus jeunes et les plus actifs sur les plateformes. Les plateformes de streaming se défendent de faire beaucoup d'argent aujourd'hui parce qu'elles mettent en avant le fait qu'elles font beaucoup d'investissements. Une plateforme comme Spotify par exemple reverse 70% de ses gains aux producteurs et aux artistes chaque année. Argue du fait qu'elle ne fait pas de profit. Parce qu'en fait, Spotify réinvestit tout l'argent qu'elle gagne dans ses développements à l'international pour pouvoir déjà faire face à la concurrence et aussi grossir. Les maisons de disques, elles, retrouvent un niveau de profit qu'elles n'avaient pas connu depuis l'effondrement des ventes de CD au début des années 2000. Comment fait-on pour enfin réclamer un minimum de décence de la part de ces plateformes de streaming ? Certains artistes ont attaqué leur label pour réclamer des contrats plus justes. D'autres dirigent leur front directement contre Spotify. D'autres amateurs de musique décident de rejoindre des façons différentes de financer plus équitablement leurs artistes préférés. De son côté, le gouvernement français met aussi en œuvre une législation pour plus de redistribution, avec pourquoi pas une taxe sur les revenus du streaming visant à maintenir un semblant de diversité musicale
et économique dans la musique. Mais c'est encore timide, voire controversé. Une des alternatives qui est proposée par certains acteurs, c'est le user-centric. Deezer, en France, est un des grands défenseurs de cette alternative. Grosso modo, le système, ce serait que aujourd'hui, on est dans un market-centric où un utilisateur qui paye 9,99 € par mois rémunère tous les artistes de la plateforme au prorata de leur importance. Dans le user-centric, l'utilisateur, en payant 9,99 € par mois, viendra rémunérer uniquement les artistes qu'il a écoutés. Le user-centric redistribuerait une partie de ses revenus aux genres qui sont aujourd'hui sous-représentés et sous-rémunérés. Et donc, on imagine que certains voient ça d'un mauvais œil. Le législateur a déjà tenté de faire des choses par le passé. On peut remonter au début des années 2000 avec la licence globale, qui était une tentative en fait d'imposer une sorte de service public du streaming, où l'État se substituerait à une entreprise privée pour mettre en place un service d'écoute en ligne avec une visée de service public. Ce système n'a pas été adopté pour diverses raisons, mais en partie sous la pression de l'industrie de la musique. Mais c'est un système qui pourrait tout à fait voir le jour aujourd'hui si la volonté était présente. Il y a encore peu de chances que le streaming devienne à court terme le moyen le plus